Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le podcast de Sageora. Sageora est un média spécialisé sur le thème du handicap et de l'inclusion. Découvrez l'actualité des politiques publiques, les enjeux du système d'accompagnement et les évolutions en matière d'accessibilité universelle. Sur son site, Sageora propose des contenus synthétiques gratuits pour mieux comprendre et accompagner. Vous pourrez retrouver le lien du site dans la description. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle analyse approfondie. Il y a de quoi être sidéré face à une scène décrite dans nos sources pour commencer. Une patiente demande simplement à sa gynécologue de retirer son stérilet pour avoir un enfant. Et le médecin refuse net, en disant que dans sa situation, une grossesse, c'est juste pas bien. Bonjour. Ouais, c'est vrai que c'est profondément choquant de démarrer là-dessus, mais c'est un cas bien réel, documenté noir sur blanc. Et ça illustre parfaitement le fossé entre la théorie et la pratique. L'article 23 de la Convention de l'ONU garantit le droit absolu de fonder une famille, mais la réalité médicale est tout autre. Exactement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'objectif de notre plongée au cœur des rapports de l'APF, France Handicap, du CREAI, ORS, de la Fondation Mustela et du gouvernement du Québec, a une mission très claire. L'idée, c'est vraiment de déconstruire cette idée tenace qu'être en situation de handicap empêche d'élever un enfant. Et c'est une sacrée mission, parce que le premier obstacle qu'on voit bien avant la logistique, c'est ce mur de préjugés. Bah oui, on s'imagine tout de suite le pire en fait. Tout à fait. Pour le handicap psychique, par exemple, la société projette constamment deux peurs extrêmes et complètement infondées. Soit on craint une violence incontrôlable envers l'enfant, soit à l'inverse, on infantilise totalement les futurs parents. Ce qui revient à nier totalement la légitimité même de leur désir d'enfant. C'est exactement ça. On remet en question leur capacité avant même le début du projet. C'est fou parce que c'est un peu comme si la société exigeait d'eux un permis de parentalité. Un examen permanent, conçu pour être impossible à réussir, et surtout un fardeau de justification que les parents valides n'ont jamais apporté au quotidien. Ah, la métaphore du permis est super juste. Et face à ce tribunal constant de la société, la façon dont le lien intime se tisse à l'intérieur du foyer est d'autant plus impressionnante. Si on prend l'exemple des mères non-voyantes, qui a été spécifiquement étudié par les chercheurs. Là-dessus, je t'avoue que je suis très curieux. Souvent, la première connexion concrète avec le bébé commence avec l'image de l'échographie, puis le contact visuel. Comment l'attachement se construit quand on enlève ce sens-là ? Eh bien, l'investissement de la grossesse se fait beaucoup plus tôt par l'intériorité et les sensations corporelles. Ces mères développent une ingéniosité sensorielle remarquable. Elles vont par exemple sous-peser la couche pour évaluer précisément s'il faut la changer. Ah oui, juste au poids de la couche. Exactement. Ou alors elles décodent d'infimes variations dans la respiration de l'enfant pour comprendre son besoin. Tout passe par le toucher et l'ouïe. D'accord, la mère compense, très bien. Mais pour le bébé, un nourrisson cherche instinctivement le regard pour interagir. S'il n'y a pas ce contact visuel en retour, il se passe quoi ? C'est là qu'on observe un phénomène fascinant, la notion de bilinguisme relationnel. C'est pas inné, c'est un apprentissage empirique. Le bébé remarque très vite, par essai-erreur, que sourire silencieusement ne provoque pas de réaction chez sa mère. Du coup, il chose complètement de stratégie pour communiquer. C'est ça. Il va instinctivement s'adapter en produisant des petits sons spécifiques ou en orientant son visage pour qu'elle puisse le toucher. En fait, il apprend un langage pour sa mère et un autre pour le reste du monde. L'absence de la vue ne crée donc pas un vide, mais potentiellement un lien émotionnel précoce très intense, fondé sur une attention tactile de tous les instants. Tout est fait. Mais bon, l'amour et l'adaptation sensorielle ont quand même leurs limites. Il faut aussi gérer le quotidien logistique pour éviter ce qu'on appelle la parentification. C'est-à-dire le grand risque que l'enfant devienne physiquement l'aidant de son propre parent. Voilà, c'est ça. Il faut des outils concrets. Et là, les données québécoises mettent en lumière un système public très avancé. On y trouve des détecteurs de pleurs visuels ou vibrants pour les parents sourds, des pèse-aliments parlants, ou encore des poussettes adaptables au fauteuil roulant. C'est génial ça. En France, la grosse revendication actuelle, c'est d'intégrer financièrement cette aide matérielle dans la PCH, la prestation de compensation du handicap. Mais je m'interroge. En faisant entrer l'État avec ses assistantes sociales et ses évaluations dans la maison, on risque pas de surmédicaliser le foyer et de briser cette intimité. Le risque d'intrusion existe clairement si l'approche reste clinique. Mais l'objectif des modèles d'évaluation les plus performants, comme le modèle canadien justement, c'est de changer complètement de lunettes. C'est-à-dire, comment ils procèdent différemment ?
Au lieu de faire une longue liste des déficits ou d'évaluer uniquement les risques médicaux du foyer, le système se concentre exclusivement sur les forces de la famille. Le but, c'est d'identifier la solution technique manquante, sans juger. Donc l'idée, c'est vraiment de transformer un droit qui est théorique en un véritable pouvoir d'agir. L'empowerment, quoi. Absolument. En fin de compte, toute cette exploration redéfinit complètement l'idée qu'on se fait d'un bon parent. L'éducation repose pas sur une norme physique parfaite à atteindre, mais bien plus sur une immense capacité d'adaptation et de connexion. Nos critères d'évaluation de la parentalité doivent absolument évoluer pour refléter ces réalités. C'est clair. Et ça amène une pensée assez provocatrice pour conclure notre analyse d'aujourd'hui. Je t'écoute. Mais si ces parents en situation de handicap bâtissent des liens d'une telle profondeur grâce à une hyperattention auditive, tactile et une ingéniosité constante, que perdent peut-être les parents valides en se reposant presque exclusivement sur le sens visuel et les standards physiques habituels dans l'éducation de leurs enfants. C'est une excellente réflexion, et ça remet vraiment en question nos propres automatismes. Une question fascinante à mûrir de son côté en tout cas. Si le podcast vous a plu, abonnez-vous et partagez-le. Sur son site, Sageora propose des contenus synthétiques gratuits pour mieux comprendre et accompagner. Vous pourrez retrouver le lien du site dans la description.